Bonjour, mon nom est Frédéric Letourneux et aujourd'hui, je vais vous parler de résultats récents de mon projet de doctorat. Quand on parle de l'Anthropocène, on pense aux transformations anthropiques des écosystèmes. Une de ces perturbations majeures est la transformation du paysage en un environnement qui est dominé par l'agriculture, tout particulièrement en Amérique du Nord. Un groupe qui a largement profité de ces transformations sont les oies blanches, pour qui les champs agricoles sont une source de nourriture très profitable énergétiquement. En plus de ça, c'est une source de nourriture qui est présente en quantité presque illimitée à l'automne, à l'hiver et au printemps. En fait, ça leur a tellement profité que ça a grandement contribué à l'explosion des populations d'oies des neiges dans la fin des années 80, qui sont devenues l'espèce d'oie la plus abondante en Amérique du Nord et probablement même au monde. L'oie des neiges est une espèce migratrice qui se reproduit en Arctique durant l'été. Puis quand les oies arrivent dans le nord, elles mangent pas mal tout ce qui leur tombe sous le bec parce qu'elles viennent de terminer une longue migration de 3000 km, puis elles ont besoin de refaire leur réserve énergétique en prévision de la reproduction. Mais en Arctique, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a que de la végétation naturelle qui est un peu fragile puis qui pousse relativement lentement. Puis ça, c'est problématique parce que s'il y a trop d'oiseaux pour la nourriture qui est disponible, les oies vont faire ce qu'on appelle du surbroutement. Donc elles vont aller manger jusqu'à la racine des plantes. Puis ça, dans les cas les plus extrêmes, ça peut enclencher un processus de désertification qui va avoir des conséquences désastreuses pour les autres espèces qui utilisent cet écosystème. Donc ici, on a un assez bel exemple de connectivité entre écosystèmes où l'impact de l'humain dans un écosystème du sud va avoir un impact dans les écosystèmes nordiques. D'ailleurs, ça c'est une des problématiques clés auxquelles s'intéresse le programme Sentinelle-Nord. Pour contrôler l'impact des oies sur les écosystèmes arctiques, on a libéralisé les règlements de chasse à l'oie blanche de manière très importante. On a même ouvert une chasse de printemps en 1999, ce qui était jusque-là interdit parce que les chasses de printemps ont un impact trop important sur les populations d'oiseaux migrateurs. On a appliqué ces mesures sur toutes les sous-espèces d'oies blanches, notamment sur la grande oie des neiges, qui est mon sujet d'étude. Même si la grande oie des neiges n'avait pas un impact aussi important sur les communautés végétales de son aire de reproduction que la petite oie des neiges, on a tout de même libéralisé la chasse pour cette sous-espèce pour essayer de prévenir un désastre avant qu'il puisse se produire. La chasse a évidemment un impact direct sur les oies, la mortalité. Ça, c'est assez intuitif. Mais la chasse a aussi un impact indirect. Elle crée un environnement hostile parce qu'à tout moment, entre l'automne et le printemps, quand une oie se pose dans un champ, elle est à risque d'être abattue. Puis, comme les champs sont la source principale de nourriture des oies, ça veut dire qu'elles sont exposées à ce risque-là pas mal en continu sur les aires migratoires et les aires d'hivernage. Même si un individu n'est pas touché directement par un projectile, la chasse cause quand même un stress. D'ailleurs, dans les années qui ont suivi l'instauration de ces nouvelles mesures de gestion, on a montré que le dérangement causé par la chasse affectait l'efficacité des oies à se nourrir. Puis ça, éventuellement, ça avait un impact sur leurs conditions corporelles, puis c'était particulièrement vrai au Québec au printemps, lorsque les oies doivent emmagasiner beaucoup d'énergie en préparation pour la migration et la reproduction qui s'en viennent. Évidemment, tout ça a des répercussions dans le Nord, parce que si les oies sont capables de quitter le Québec en bonnes conditions corporelles, elles vont être en mesure d'investir beaucoup d'énergie dans leur reproduction. Puis ça, évidemment, ça a des répercussions pour les écosystèmes nordiques puisque les œufs et les poussins d'oies sont une source de nourriture qui est non négligeable pour plusieurs prédateurs en Arctique. Une partie de mon projet est donc de comprendre si les effets indirects de la chasse sur les oies affectent toujours leurs conditions et leur comportement après y avoir été exposés pendant 20 ans. Évidemment, c'est pas si simple d'aller comprendre l'effet qu'a encore la chasse sur les oies si on n'a pas de données récentes sans chasse pour pouvoir faire la comparaison. Mais la pandémie et le confinement nous ont un peu livré ça sur un plateau d'argent parce que ça a créé une situation où la pression de chasse en 2020 au printemps a été réduite de 50% par rapport aux 20 dernières années. On s'attendait que la diminution de la pression de chasse permette aux oiseaux de passer plus de temps dans les champs et donc d'acquérir une meilleure condition physique au printemps en 2020 comparée aux années précédentes. On s'attendait aussi
à ce que leur condition physique au printemps soit inversement corrélée à l'intensité de la pression de chasse. Donc, dans le fond, que plus la pression de chasse serait importante, moins bonne serait la condition physique des oies. Alors, on est allé capturer des oies qu'on a pesées et mesurées au printemps 2020 à l'île aux oies dans le fleuve Saint-Laurent. En corrigeant la masse des oiseaux pour leur taille, on est capable d'avoir un assez bon indice de leur condition physique. Puis ça, ça nous a permis d'aller vérifier si leur condition physique en 2020 était différente ou meilleure que les années précédentes. On a aussi été capable d'aller voir si ça avait affecté leur comportement en comparant l'utilisation des champs par des oiseaux sur lesquels on avait posé des colliers GPS au printemps 2019. On trouve en effet que la condition physique était vraiment haute durant nos captures en 2020. En fait, normalement, on voit une augmentation de la masse au fil de la période de capture, comme ici en 2019 ou ici pour les autres années. On retrouve ce patron à tous les ans, sauf en 2020. Ça suggère en fait que les oies étaient déjà au maximum ou presque de leur condition physique quand on les a capturées. Ça, c'est un indice qu'elles ont réussi à aller s'engraisser dans les champs très tôt au printemps, comme on s'attendait à cause de la faible intensité de chasse au printemps 2020. Ensuite, on a comparé l'utilisation des champs par les oies à l'aide d'individus marqués avec des colis GPS en 2019 puis en 2020. Puis, ce qu'on trouve, en fait, c'est l'opposé de ce en quoi on s'attendait. On trouve que les oies passent la moitié moins de temps dans les champs en 2020 qu'en 2019. Mais, si on creuse un peu plus loin, on se rend compte que ça, c'est l'utilisation des champs par les oies à la fin du printemps, juste avant le départ pour la migration. Puis en fait, l'explication la plus plausible, c'est que les oies ont réussi à s'alimenter puis à s'engraisser dans les champs sans être trop dérangées tout au long du printemps 2020. Mais, rendu à la mi-mai, au moment où on a des données GPS pour comparer 2020 avec 2019, les oies étaient déjà en très bonne condition physique. Donc, elles n'avaient plus besoin d'utiliser les champs pour s'engraisser. Puis même s'il y a eu une diminution de la chasse de quelques semaines, les champs sont tout de même perçus par les oies comme des habitats qui sont très risqués parce qu'elles sont chassées dans ces habitats-là à l'année longue. Donc, c'est assez intuitif qu'elles essayent d'éviter les champs autant que possible si elles n'en ont plus besoin pour s'engraisser. Ça, c'est un résultat qui est vraiment intéressant parce que ça montre en fait que d'être en bonne condition physique, ça vient un peu changer la donne, puis ça a un impact sur le compromis que les oies font habituellement, qui est de se mettre à risque pour être capable de s'engraisser suffisamment pour la migration puis la reproduction qui s'en viennent. Donc, le fait qu'elles soient en bonne condition physique en 2020, puis qu'elles évitent d'aller dans les champs à la fin du printemps, nous montre que ce compromis-là, il est toujours bien présent aujourd'hui. Puis, finalement, ça m'amène à notre dernière question, qui était de comprendre si l'intensité de la chasse avait un impact mesurable sur la condition physique. Puis, on trouve qu'en effet, la condition physique des oies au printemps, ici en Y, est assez bien expliquée par l'intensité de chasse qu'on voit en X. Donc, ça vient bien compléter puis appuyer nos autres résultats. Donc, lorsqu'on considère tout ça ensemble, avec une intensité de chasse réduite en 2020, premièrement, les oies ont atteint une forte condition physique plus tôt en 2020 que ce qu'on a pu mesurer jusqu'à date. Ensuite, les oies qui étaient en très forte condition physique ont même évité d'aller dans les champs à la fin du printemps, malgré que ce soit des habitats qui soient beaucoup plus profitables en termes d'acquisition énergétique. Et troisièmement, on a une covariation assez claire de la condition physique des oies en fonction de l'intensité de la pression de chasse. Donc, même après 20 ans, la chasse affecte toujours le comportement et la condition physique des oies qui semblent s'y être assez peu habituées. Alors merci pour votre attention, ça m'a fait bien plaisir de partager mes résultats avec vous, puis j'espère avoir piqué votre curiosité assez pour que vous vous teniez au courant des prochains résultats de mon projet.